Bonjour et bienvenue à Corps Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Toujours en compagnie aujourd'hui de notre metteur en scène Jean-Bernard Drapeau, mais aujourd'hui, metteur en ondes Jean-Bernard Drapeau, et aujourd'hui, en remplacement ou en formation, Pierre-Louis Leclerc, c'est Judith Petitpas au micro. Et aujourd'hui, en cette excellente journée ensoleillée, nous rencontrons quelqu'un qui a le spina bifida, donc Richard Gauthier. Richard, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc, on parle du spina bifida. Selon l'Association de spina bifida et d'hydrocéphalie du Québec, le mot spina bifida signifie colonne vertébrale fissurée ou divisée. Il s'agit donc d'une malformation congénitale dont l'origine précise demeure encore inconnue. Le spina bifida cause des dommages irréversibles et permanents à la moelle épinière et par conséquent au système nerveux. Il est aussi souvent accompagné d'hydrocéphalie, une accumulation excessive de liquide céphalo-rachidien dans les cavités du cerveau du nouveau-né. Au Québec, on dit qu'il y a un enfant sur 1350 qui naît avec le spina bifida. Le spina bifida se situe au premier rang donc des malformations congénitales causant des problèmes de fonctionnement physique. La recherche en médecine génétique indique que les antécédents familiaux jouent un rôle prépondérant. Par contre, des études aussi récentes démontrent que l'acide folique consommé en quantité suffisante avant la conception et pendant la grossesse protège le fœtus contre les malformations du tube neural. Il existe 3 types majeurs de spina bifida, chacun présentant des séquelles différentes. Les séquelles varient selon le type de spina bifida et selon le niveau de lésion de la colonne vertébrale. Pour la myéloméningocèle, la forme la plus grave de spina bifida, les séquelles peuvent être par exemple de l'hydrocéphalie, de la paralysie, le plus souvent des membres inférieurs, des déformations de diverses parties du corps et un désalignement des hanches, des malformations, de l'incontinence, de l'allergie au latex ou des troubles neuropsychologiques. Ce n'est que vers les années 1960 que les enfants nés avec le spina bifida commencent à survivre. Grâce à de nouvelles interventions médicales, le taux de survie infantile atteint aujourd'hui 85 %. C'est donc au cours des années 1990 qu'apparaît la première génération d'adultes ayant survécu aux nombreuses complications engendrées par le spina bifida. Le traitement des séquelles associées au spina bifida comprend, par exemple, la thérapie, la chirurgie, la consommation de certains médicaments et l'utilisation d'aides techniques. Alors enfin, malgré les défis d'ordre psychologique ou neurologique importants, on a souvent observé que les jeunes personnes atteintes de spina bifida avaient de fortes propensions pour la vie sociale, active et l'expression de soi, et ce, en surmontant des défis non négligeables liés à l'intégration scolaire et à l'autonomie sociale. Donc aujourd'hui, on en parlera de ces défis-là, on en parlera aussi de la réalité de vivre avec le spina bifida avec notre invité d'aujourd'hui, Richard Gauthier. Richard qui a 54 ans aujourd'hui, depuis peu, et qui est atteint de spina bifida et qui souffre de douleurs chroniques. Donc, pour commencer, on vous envoie en musique, cette fois-ci avec Bonobo featuring Bashka et la chanson Nightlife. De retour à Corps Complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Je fais une petite correction. Juste avant la pause, j'avais annoncé Bonobo featuring Bashka, mais c'est plutôt Winston McAnuff qu'on a écouté avec la chanson Rock Soul. Donc, je disais aussi avant la pause qu'on reçoit aujourd'hui Richard Gauthier qui est atteint, lui, de spina bifida et qui souffre de douleurs chroniques depuis quand même très longtemps. Donc, Richard, est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler un peu de ton histoire personnelle en lien avec cette maladie? Oui, en fait, moi, je suis né avec une malformation congénitale. C'est toujours ça que j'ai retenu comme maladie. Jeune, j'ai été opéré à l'âge de 2 mois par un orthopédiste de la région. Je suis natif du Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Alors, en 1958, il n'y avait pas beaucoup de chirurgie, puis le taux de réussite était quand même assez bas. Mm. Alors, lorsqu'on m'a opéré à l'âge de 2 mois, c'était un orthopédiste, Dr Boivin, qui est décédé, il va de soi. Alors, on a crié au miracle. Alors, okay. Moi, oui, c'est ça. Dans le sens où ça avait réussi? Exact. Okay. Alors, la maladie, le spina bifida, donc, je sais qu'est-ce que c'est depuis l'âge de 17 ou 18 ans. C'est une excroissance de la colonne vertébrale, à peu près la grosseur d'un œuf, au bas du dos, moi, au niveau L3, L4, L5 des lombaires. Okay. Alors, c'est un résidu d'un nerf et de
plein de choses là-dedans là, qui est sorti de la colonne vertébrale. Alors, faut aller replacer ça. OK. Mais à l'époque, on parlait d'orthopédiste et non pas de neurochirurgien comme aujourd'hui. Oui, oui. C'était différent. Là. Alors, il faisait du mieux qu'il pouvait. Et je suis parti avec ça, moi, à l'âge de 2 mois. Et puis, jeune, j'avais un petit peu plus de difficultés que les autres à marcher, à courir. J'avais de la misère aussi avec mes sphincters pour les urines et les selles, tout ça. Mais je suis devenu propre plus tard, comme les autres, avec un certain retard. Donc, le développement était normal, mais juste Plus lent. OK. Plus lent. On peut dire plus lent. OK. Alors, moi, je suis le plus vieux d'une fratrie de 4. Et puis, je suis natif d'un petit village du Lac-Saint-Jean qui s'appelle Saint-Cœur-de-Marie, maintenant fusionné avec Alma. J'habitais à côté de chez mon grand-père, qui était médecin généraliste. Et puis, un de mes oncles était également médecin. Donc, j'étais entouré de médecins sans savoir ce que j'avais. Alors, on me disait toujours que j'avais une malformation congénitale au dos, tout le tralala. Mais à cette époque, est-ce qu'on savait ce que c'était que le spina bifida? Ah oui. Et on oui. te le cachait en Non, non, pas du tout. C'est parce que ça allait pas de soi là, de rentrer dans des mots compliqués. Vous savez, au village, on demeurait très simple. Alors, moi, j'ai grandi avec ça, avec beaucoup de séquelles. Hein. Comme je te le disais un petit peu plus tôt, j'avais beaucoup de fractures aux jambes parce que j'avais pas de sensibilité au niveau des membres inférieurs, surtout en bas des genoux. Ça, c'était causé par... La spina bifida. C'est ça, OK. Exactement. Parce que pour expliquer qu'est-ce que c'est vraiment spina bifida, si vous prenez un mât qui relie les maisons au niveau électrique avec l'Hydro-Québec, bon, à l'intérieur de ce mât-là, il y a plein de fils. Hein? Alors, si on prend le mât et l'on le plie à plusieurs reprises en deux, de gauche-droite, 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 à un moment donné, ça va faire une lésion. Vous allez voir des fils sortir. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, faut tout aller reconnecter ça si c'est faisable. Si c'est possible. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas tout reconnecté. Alors, j'ai eu de ces limitations-là. Je courais moins vite que les autres. J'avais les genoux en extension. Alors, j'avais beaucoup de difficultés à marcher. J'ai appris ça seulement à l'âge de la 7e année que j'avais les genoux en extension, pliés en fait, là. Et puis, parce qu'on m'a fait courir puis on a ri de moi. Mais je me suis jamais fait. J'ai jamais été ostracisé, jamais été agacé parce que j'avais un caractère fort. Alors, et puis j'étais un blagueur et j'avais beaucoup de plaisir avec les amis. J'avais beaucoup d'amis. Alors, et pour moi, le handicap n'était pas trop hypothéquant. Moi, en guillemets, je ne le voyais pas, l'handicap, et mes amis ne le voyaient pas également de par ma conduite. Alors moi, j'ai été éduqué par mes parents comme je dirais, normalement. Là. Pas de pitié. Oui, comme n'importe quel autre enfant. J'avais des punitions, j'avais des tables dans le temps, c'était la palette de Bolo, là, mais c'était comme ça. J'en tiens pas rigueur à ma mère, pas du tout. Je le méritais amplement, comme les autres aussi, les pénitences, tout le tralala. Alors, nous, le village était notre terrain de jeu, et puis les champs, les boisés, tout ça. Alors, on était partout. On fouinait partout, et il y avait des gaffes, il y avait toutes sortes de choses. Alors, j'ai vécu mon enfance quand même paisiblement, avec beaucoup de problèmes. Comme je te disais, je me fracturais les jambes. Alors, j'étais souvent en béquille. Et puis, vers l'âge de 13 ans ou 12 ans, j'avais eu un plan. On était sur le bord du lac Saint-Jean et puis j'avais mon cousin qui était venu se promener au village voisin et puis on voulait aller le rejoindre par les berges du lac Saint-Jean. Alors, ce que j'ai fait avec mon frère et pendant l'excursion, je me suis blessé au talon. J'ai perdu un soulier. Alors, en n'ayant pas de sensibilité, je marchais dans les marais, dans l'eau, dans tout ce que vous voudrez. Alors, ça a fait... et puis, les gens qui sont atteints de spina bifida sont plus, je dirais, portés à avoir de l'infection. Alors, c'est ce qui s'est produit. Alors, suite à ça, j'ai développé une grosse infection. Et à l'âge de 15 ans, on a dû m'amputer la jambe gauche. Alors, c'était un peu ça pour mon enfance, là. Et puis, au niveau scolarité, bien,
j'ai fait beaucoup d'années avec 2 mois, 3 mois d'école, 4 mois d'école, 5 mois d'école. Je m'absentais beaucoup, mais je dépassais. OK. Alors, de fil en aiguille, j'ai suivi tout le monde, même au niveau académique. Alors, on s'arrête là-dessus pour une première, en tout cas pour un premier bloc. On s'en va en chanson cette fois-ci avec Nina Simone et la chanson Don't Let Me Be Misunderstood. Alors, de retour à Corps Complice, toujours en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Richard Gauthier. Alors, Richard Gauthier, dans le fond, avant la pause musicale, on s'était laissé un peu sur un événement quand même assez important, je pense, j'ai l'impression, en tout cas dans ta vie, qui est l'amputation de ta jambe. Donc, tu disais que vers l'âge de 12-13 ans, là, il y avait eu une infection parce que tu sentais pas ton talon et tu n'avais pas senti cette infection-là, dans le fond, qui s'infiltrait et ça a mené à une amputation. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de cet événement-là? Oui, bien sûr. Je veux dire que les gens qui sont atteints de spina bifida sont sujets à l'infection. Ça fait partie de la symptomatique. Alors, j'ai enduré ça pendant 2 ans, l'infection. Ah là là. Alors, à l'âge de 13 ans, moi, je suis venu ici à l'Enfant Jésus. J'ai été voir un chirurgien plastique afin d'essayer de boucher la plaie que j'avais au talon. C'était je sais pas si vous avez connu la grosseur d'un 50 sous, là. Oui, un petit peu plus gros quand même. Alors, c'est à peu près ça, la grosseur. Et puis, à peu près 1 pouce, 1 pouce et demi de profondeur, ça allait à l'os. On voyait l'os du talon. Alors, et puis, ça voulait jamais guérir. À cause du manque de sensibilité et également à cause de, quand tu es enfant, d'être immobilisé à 13 ans, en béquille, suivre les autres, et puis dû au manque de sensibilité, alors je pouvais quand même tricher. Je laissais les béquilles, je marchais dessus, tout simplement. Alors c'est sûr que ça ne guérissait jamais. Alors j'ai enduré ça pendant 2 ans. Et puis un jour, il y a eu une espèce de conseil régional des orthopédistes auquel j'ai participé un lundi soir en mai. Alors j'avais 15 ans à l'époque. Et puis on m'avait dit, Richard, j'avais pas compris tout de suite leur décision. Ça m'avait marqué, mais j'avais pas réalisé sur le coup ce qu'ils voulaient dire. Dit, regarde, cette partie-là, on l'enlève, puis on met autre chose à la place. Alors moi, j'ai compris, ah oui, c'est le fun, on va remplacer ça, puis ça finit là. Mais j'avais pas réalisé sur le coup que c'était l'amputation. On m'avait pas dit, Richard, on t'ampute. On prend ce jambe-là, puis on met 2 barres. Voilà. J'avais compris ça comme ça. Je suis reparti avec ça, mais rendu chez moi, j'ai compris des choses. Bon, de fil en aiguille, j'ai dit, bon, OK, peut-être. Là. Fait que là, j'ai appelé l'orthopédiste par la suite. Il m'a dit, va rencontrer quelqu'un dans un autre village voisin qui a été amputé. Alors, qui avait une amputation fémorale, droite, je me souviens, qui avait à peu près 21 ans. Alors, je suis allé le rencontrer, il m'a tout montré, l'attelage, comment ça fonctionnait, puis c'était les premiers balbutiements aussi des prothèses fémorales, là, c'était pas très développé. Alors, j'ai compris que c'était faisable, c'était jouable, ça m'avait quand même impressionné, j'avais resté une demi-heure avec le type. C'est correct, j'étais parti avec. Alors, c'était en mai. Alors, je me suis dit, OK, je vais prendre ma décision à un moment donné, mais pas maintenant. J'avais dit ça. Il m'avait dit, poursuis avec ça, puis tu nous reviens. Alors, j'ai passé l'été à courir sans béquille, me baigner. Moi, j'adorais me baigner. Tu t'étais dit, j'en profite. En profite. Mais lorsque c'était rendu la fin, j'avais le mollet, peut-être qu'il est enflé, 4 fois, 5 fois plus gros que la normale. Voilà. Alors, l'infection était montée au poumon. Je faisais de la température. En plein été, au mois d'août, j'allais dans le véhicule à mon père au soleil et je fermais les portes et les fenêtres fermées parce que je grelottais. Oh là là. Et puis, c'est là que j'ai pris la décision. Grave, là, j'ai pris la décision le dimanche soir, le 31 août. J'ai appelé l'orthopédiste. Je suis prêt. Je suis rentré le lundi matin. Le 1er août, 73, on passait à l'amputation. Et puis avec tout ce que ça implique après, ensuite de réadaptation, d'acceptation. Oui, mais pour moi, c'était une délivrance. Ah, OK. Je l'ai pris comme ça. J'ai fait 6 jours d'hôpital seulement. Okay. Je suis sorti après 6 jours. Moi, je me disais, ce que j'avais hâte, là, c'est d'aller réintégrer mes amis.
de ne pas être immobilisé. C'est ça que j'avais hâte. On s'arrête là-dessus. Oui. On vous revient avec après la pause musicale, et cette fois-ci avec les 3 accords et la chanson Le Bureau du médecin. Les 3 accords qu'on vient d'entendre et avec Le Bureau du médecin, une chanson que j'apprécie particulièrement. Donc, nous sommes toujours avec notre invité, Richard, qui souffre de spina bifida depuis quand même très longtemps. Alors, dans le fond, avant la pause musicale, tu nous as expliqué un peu l'histoire de ton amputation. J'aimerais ça savoir, après ça, dans le fond, dans ta vie adulte, dans ta vie jeune adulte, puis mi-adulte, disons, comment ça s'est passé, là? Ça a été quoi les impacts de cette nouvelle réalité-là, de vivre avec une seule jambe maintenant, puis de vivre aussi avec cette condition de spina bifida et avec la douleur chronique qui vient après? Comment ça s'est... Ça s'est passé... ça vient graduellement, hein, tout ce processus-là. Puis moi, dans ma tête, j'ai jamais eu à l'esprit que j'étais handicapé. J'avais pas cette notion-là, moi, je suis handicapé, puis non, moi, en guillemets, je me trouvais normal, pareil comme les autres, donc je partais pas avec ça. Puis ça m'intéressait pas, et puis je n'ai jamais côtoyé aussi de personnes handicapées. J'ai jamais été dans des centres spécialisés pour socialiser, seulement pour l'appareillage et le technique. Médical, disons. Médical, exactement. Et puis, là, ma première prothèse que j'ai eue, il fallait que j'aille à Chicoutimi, quand même 55 km. Alors, ça demandait quelques ajustements également. Et j'étais en croissance aussi. Alors, on a voyagé de gauche-droite, là, souvent pour des petits ajustements. Alors, c'était quand même pénible, les premières prothèses, là. Par la suite, on est déménagé à Québec sur une circonstance, parce que mon père travaillait pour une compagnie d'arpentage de Québec, et puis où on demeurait, on nous chassait du loyer qu'on habitait depuis 17 ans pour rénovation et tout le tralala. Alors mon père a pris la décision de nous emmener à Québec. Okay. La meilleure décision que mon père ait pu faire, le meilleur coup. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à Québec, on avait tout. OK. Et puis on devenait un peu anonyme. Par rapport à un village, vous savez, dans un village, il y a toujours le fou du village, vous comprenez? Et puis, j'étais pas le fou du village, mais la personne handicapée du village, hein, il y en a. Bon, c'est ça. Puis, souvent, les emplois sont reliés aux forestiers, ou tralala. Alors, je me disais, est-ce que j'aurais travaillé au Lac-Saint-Jean, moi? Alors, moi, je pense que j'ai plus éclos à Québec. Quand je suis arrivé à Québec, là, tout était là, le cégep. T'avais à quel âge à peu près? Je suis arrivé à 17 ans à Québec. Okay. 17 ans. Et j'avais hâte d'arriver à Québec. Mes autres frères, non. Mais moi, oui. Et puis, ça me prenait du changement, je pense. Et puis, j'ai fait mon secondaire à Québec. Et puis, en manquant une année, par contre, à cause de la maladie également, là, je pourrais dire qu'à partir de secondaire 4, la maladie s'est stabilisée, entre guillemets. Alors, je fonctionnais avec une prothèse, mais par contre, mon autre jambe droite se détruisait. À cause de déformations, comme on dit à la maladie, des os, des pieds, des genoux, des hanches. C'est exactement ça, de façon là, lente et pénible. Alors, j'ai dû avoir une chirurgie au genou en 77. Le jour de la mort d'Elvis Presley, ça, je me souviens de ça. Mon Dieu. Je sais pas pourquoi, ça donne comme ça. Alors, on m'a barré le genou droit. Et puis, on m'a mis une espèce, avec des tiges de métal, de à peu près de 10 pouces, 4 pouces, et puis, j'ai dû marcher sur ma prothèse en béquille. Chose qu'on n'a jamais vue. Puis moi, je savais même pas, le médecin me disait, regardez-le. je comprenais pas pourquoi. Alors, c'est comme ça. Donc, il y avait une forme de résilience que je ne savais pas. Je savais pas ça. Alors, je n'étais pas conscient. J'étais pas conscient de ça, du tout. Moi, je fonctionnais comme ça. C'est ça, j'ai beaucoup de bagages. C'est difficile de tout raconter une vie. Hein? C'est un défi que je te demande. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ici à Québec, j'ai étudié, j'ai fait mon cégep, tralala. J'ai eu des blondes, des peines d'amour, tout le tralala. Et puis, en 82, j'ai eu mon premier emploi au gouvernement du Québec. Ça m'a ouvert la porte. Beaucoup de portes. Ben, on s'arrête là-dessus. On reprendra là-dessus au retour de la pause. Mais cette fois-ci, c'est à toi de nous présenter la chanson que tu nous amènes aujourd'hui. Maintenant? Oui, maintenant. Alors, c'est quelqu'un que je suis depuis l'âge de, je dirais, de
14-15 ans, 73, Mike Oldfield. OK. Tout le monde connaît Mike Oldfield par rapport à la pièce Tubular Bells, OK. qui a été une pièce aussi du film The Exorcist. OK. Bon, quand on dit Mike Oldfield, les gens me disent ça. Mais il y a 33 albums par la suite. Ah là là. Et puis, la pièce que vous allez entendre, c'est Tubular Bells, mais en live et spectacle. OK. Et avec du rythme. OK. Et pourquoi tu as choisi celle-là? Ce gars-là m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Ah, OK. Ouais, cette musique-là, ou ce gars-là m'a sauvé la vie. Il t'a donné la force de continuer? À plusieurs reprises. OK. Alors, on l'écoute. Tubular Bells. Ah. De retour à Corps Complice, toujours sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Alors, on poursuit avec notre invité d'aujourd'hui, Richard, qui a un spina bifida et de la douleur chronique et beaucoup de choses qu'on apprend depuis le début de l'émission. Alors, j'aimerais ça, là, peut-être qu'on regarde la sphère du travail, Oui. comment ça a influencé ta sphère du travail pour éventuellement aller vers la perception de ton corps. Mais t'en as un peu parlé quand même depuis le début, mais comment on compose avec un corps comme celui-là? Alors, j'ai eu mon premier emploi en novembre 82. Alors, ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais après une année, la douleur s'est instaurée parce que j'avais une position assise, prolongée, sans me promener, là. Alors, il y a une vertèbre qui a avancé vers l'avant en allant écraser la nerf sciatique. Oh là là. Alors, avant de trouver ça, ça prend beaucoup d'investigation pour le tralala. Alors, et puis, je composais avec, ça commençait par un petit brûlement derrière le genou. Et puis, ça s'est propagé tranquillement. Alors, c'est pour ça que je dis souvent que cette douleur-là ne m'appartient pas, c'est pas à moi. C'est pas ma douleur, c'est la douleur. OK. Je ne m'approprie pas la douleur, c'est pas à moi. Okay. Elle est rentrée insidieusement dans moi. OK. Pourquoi? Qu'est-ce que ça... C'est trop... T'as le besoin de séparer ça de ton corps? Oui, c'est pas à moi, ça. C'était, je dirais, un enfer. Un enfer. Et puis, ça a pris 6 mois. Et puis, j'ai enduré ça avant de tomber là, pendant une année. Des choses incroyables, là, comme si un 10 roues vous avait passé sur le dos. Oh là là. Comme si vous étiez assis sur des charbons ardents. Comme si vous avez des élancements. Comme si on vous rentrait une hache dans le genou ou un coup de couteau. C'est des choses comme ça qu'on parle. C'est sûr que chacun a son seuil de tolérance à la douleur. Et puis, on réagit différemment. Mais je dirais que c'était des douleurs extrêmes. Est-ce que c'est cette douleur-là qui, maintenant, est devenue chronique? Oui. C'est celle-là? Hein? Et il a fallu que je me débatte corps et âme pour avoir une intervention chirurgicale. Alors, ma dernière intervention chirurgicale relève de 1984. OK. Le jour de la fête de ma mère. Ah, OK, bon. Je suis parti 14 heures pour faire une greffe sacro-lombaire, L3, L4, L5, donc on soudait les vertèbres. OK. Pour ne plus que les vertèbres aillent vers l'avant, aller endommager de plus en plus le nerf sciatique. Alors, le nerf sciatique, moi, ce que j'ai comme diagnostic, c'est une sciatalgie bilatérale, en fait, des deux côtés. Okay. Alors, c'est ça. Alors, lorsque je suis assis normalement, là, je viens écraser le nerf sciatique, donc les douleurs deviennent plus prenantes, et puis ça prend, avant que le calme revienne, là, sur une échelle de 10 à 5, ben, ça peut prendre 2-3 jours. Ah, OK. Le stress y fait aussi. Oui. Donc, j'ai dû composer avec ça de 82 à 97. OK. J'ai toujours travaillé dans les ministères différents. J'avais entrepris un bac en counseling. J'ai fait une session, mais j'avais, comment je peux dire, on m'avait offert des contrats de 3 ans, alors comme technicien d'administration. Alors, durant la crise de 82, qu'on voyait les gens qui perdaient leur maison et puis les taux d'intérêt. Alors moi, j'ai choisi de travailler plutôt que d'aller aux études. J'ai fait le bon choix en me disant, est-ce que je vais travailler après, même si j'ai un bac?
Alors que là, je suis dans les officines, même dans les suites ministérielles, je suis partout, je suis dans les ressources humaines, je suis là où je veux, je travaille pour un patron, point, je suis heureux. Alors, j'ai continué là-dedans, même si la douleur était là-dedans. OK. Mais en 97, j'ai dû abdiquer, même après 3 ans. 3 ans. C'était trop, là. Trop. Là, c'était assez. Je suis revenu chez moi un mardi matin ou un mercredi matin, c'était 10h moins quart, avec la larme à l'œil, je dis à ma conjointe, Dame, c'est terminé. Ouais. Terminé. Il faut s'arrêter. C'est terminé. Ouais. Alors, en 97 également, ma femme aussi, était enceinte depuis décembre. Alors là, j'ai arrangé ça pour arrêter de travailler. Je disais, bon, ben, au moins, je vais avoir quelque chose à faire. Gabriel va naître durant l'été. Moi, j'ai arrêté en février 97, puis Gabriel est né en juillet 97. Alors, je me suis occupé de mon gars pendant quelques mois. Donc, c'est ça. Donc, à cause de la douleur, tu as arrêté de travailler. Ah oui. Et en même temps, hasard, ou hasard, en tout cas, hasard, je sais pas quoi. C'était pas planifié. Sur le tard. Il y a Gabriel qui naît à ce moment-là et ça te permet de t'occuper de ton fils. Exact. Alors, on s'arrête là-dessus pour, encore une fois, aller en musique avec cette fois-ci Henri Salvador et la chanson Un tour de manège. De retour à Corps Complice, cette fois-ci pour le dernier segment de l'émission. Ça va très vite, encore une fois. Donc, je rappelle que nous recevons aujourd'hui quelqu'un atteint de spina bifida. Donc, Richard, on a fait un tour très vaste de ce que tu as vécu. Donc, tu as une vie qui est pas banale. Donc, tu as vécu des choses qui sont vraiment particulières. Et puis encore, on aurait pu en ajouter là, probablement dans ce que tu as vécu. Mais ce que je remarque chez toi puis que je trouve très intéressant puis inspirant, c'est que il y a cette idée de normalité-là qui revient souvent dans ton discours, de dire, oui, j'ai ça, j'ai vécu ça et tout ça, mais non, j'ai une vie, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai des chiens, en tout cas, peu importe. J'ai une vie qui ressemble à toutes les autres vies. Ma question, dans le fond, par rapport à ça, c'est comment on fait pour composer avec un corps? Est-ce qu'on l'accepte? Comment on fait pour l'accepter? Au niveau de l'acceptation, je dis non. Rien ne s'accepte. La maladie ne s'accepte pas. On compose avec, on fait avec. Même si on me dit, ça fait depuis 37 ans que j'ai perdu ma jambe, ça me fait chier encore. Beaucoup. J'aurais aimé avoir ma jambe. Mais maintenant, elle n'est plus là. Mais de dire que j'accepte, jamais. J'accepterai pas non plus la douleur qui est en moi. C'est pas à moi, ça, cette douleur-là. Ça m'appartient pas. Mais elle est là. Mais il faut que je compose avec, par contre. Alors, on peut parler de résilience. La résilience, c'est que, à un moment donné, l'image que j'ai, c'est une locomotive qui déraille. On la remet sur la traque, mais sauf que elle est abîmée. Hein? Il y a des morceaux en moins, ou elle est bossée, ou elle fonctionne plus au ralenti. Moi, je vois ça comme ça, la résilience. On continue, petit train va loin. C'est à peu près ça. Et puis, j'ai vécu des périodes très difficiles également, comme on en a parlé un peu. Là. Le suicide m'a habité à maintes reprises. Et ce qui m'a sauvé, comme je disais tout à l'heure, c'est Hautefil. La chanson. Tous les pièces d'Hautefil venaient me chercher, puis surtout des pièces longues, là, ça m'habitait. Puis je me disais, ouais, change cette pièce-là. Donc, d'écouter ça, ça te faisait sortir de cet état d'esprit. Oui, ça m'a aidé beaucoup. Puis des fois, j'écoute des morceaux, mais la tristesse s'empare de moi parce que je vivais telle chose avec cette douleur-là à telle période. Hein. Alors, c'est sûr que maintenant, je ne suis plus capable de faire du 9 à 5. Alors moi, c'est pas moi qui gère mon temps, c'est mon corps qui me gère. Ça, c'est difficile, ça. Mon corps est le patron, il gère tout. Alors, je dépends de mon corps. Mais je réussis quand même. J'ai fait un retour aux études, j'ai fait un certificat en travail social. Je prends les cours d'été là en anglais. Je suis pourri, c'est pas grave. Pour la 5e fois, j'essaie d'apprendre l'anglais, mais quand même. Et puis ça va venir, ouais, ça va venir. Et puis par la suite, je vais. Moi, j'aide. Ce que je fais maintenant, là, j'aide les gens. Aider les gens, ça me fait. C'est un baume. C'est comme un espèce de médicament, si on peut parler ici. Bon, j'ai des gens dans la rue, je les écoute. Je les écoute. Je leur donne des ressources.
J'aide des personnes handicapées également. Je vais chez elles au niveau informatique ou tralala. Donc, de façon bénévole. Moi, je me suis dit que je faisais ça bénévole. Alors, moi, je suis retourné aux études. En septembre, j'entreprends un certificat en criminologie parce que je vais souvent dans les milieux carcéraux. J'adore ça. Alors, moi, l'humain me fascine encore. Même s'il y a beaucoup de bêtises que j'aimerais régler, mais que je ne serai jamais capable de le faire, la bêtise humaine, par contre. Alors, j'ai plein d'amis. Je participe aussi à des rencontres sur la douleur chronique à Québec. Il y a une association québécoise de douleur chronique qui tient des réunions mensuelles. Ça, c'est quand même assez salutaire que les gens peuvent s'exprimer puis parler de leur douleur parmi d'autres personnes qui souffrent. Ils sont mieux compris. Parce que quelqu'un qui n'a pas de douleur peut pas comprendre vraiment. Puis c'est difficile de mettre des mots là-dessus. C'est très difficile. Même chez le médecin, c'est difficile. Parce qu'il souffre pas. Oui. Hein? C'est très pernicieux. Puis c'est très... C'était tabou à un moment donné, hein, de dire douleur, c'est imaginaire. Psychologique, oui. Imaginaire, douleur, non. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui dit qu'il souffre, il souffre réellement. Aujourd'hui, on a la médication qui aide, hein, et puis qui atténue, mais qui enlève pas. Qui atténue, mais moi, il n'y a rien qui fait effet, pratiquement. Ça m'aide un petit peu. J'ai même utilisé l'alcool. J'ai eu des problèmes avec l'alcool, qui m'a mené à l'alcoolisme. Alors là, maintenant, je suis ça depuis 6 ans et la douleur se gère mieux que en état d'ébriété ou de relent le lendemain parce qu'on sait que l'alcool est un dépresseur. Alors, je venais tout croche. Mais maintenant, j'ai appris plein de choses et puis la vie est bonne quand même. Ben alors bravo pour premièrement l'alcoolisme. Se sortir de l'alcoolisme, c'est pas une mince tâche non plus. Donc bravo. Oui. On se dirige en musique pour la dernière fois cette semaine avec DJ Shadow et la chanson Midnight in a Perfect World. Midnight in a Perfect World de DJ Shadow. Alors, donc, on est à la conclusion de notre émission Corps complice d'aujourd'hui qui traitait du spina bifida. Donc, Richard, je rappelle le nom de notre invité, Richard Gauthier, qui a 54 ans, depuis peu, on l'a dit, atteint de spina bifida et souffrant de douleurs chroniques, donc depuis quand même assez longtemps. Richard, comment tu veux qu'on conclue? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne aujourd'hui? Ben, moi, je dirais, informez-vous. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de services cachés, hein, qu'on ne sait pas, que le gouvernement ne diffuse pas et non plus, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, la Régie des rentes, il y avait une rente d'invalidité dont je n'étais même pas au courant que ça existait. Alors, beaucoup de ressources à Québec, on est chanceux. Appelez dans les CLSC et puis demandez de l'aide. Il y a de l'aide, ça existe. Puis moi, je dirais que de vivre seulement pour aujourd'hui, c'est assez. Puis de prendre conscience que on est là, on existe, on fait partie de l'univers. Moi, je suis une poussière d'univers et je pense que il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire dans la vie, mais faut quand même pousser un peu. Faut travailler. Pousser un peu. Puis je pense que l'apitoiement est la pire chose auquel il faut faire face. L'apitoiement. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'association dont tu fais partie pour la douleur chronique? Le nom? Ça s'appelle l'Association québécoise de la douleur chronique, qui tient une réunion jeudi prochain à l'hôpital de l'Enfant Jésus, à la salle Irma Levasseur. Tout le monde est le bienvenu, handicapé ou pas, personne handicapée ou pas. Et puis, ça va être la dernière en mai, mais ça va recommencer à l'automne. Mais il va y avoir des plénières ou quelque chose du genre, là. Et puis, c'est très salutaire, ce genre de réunion-là, lorsque les personnes puissent exprimer leur douleur. Alors, venez en grand nombre. Je vais y être. Et puis, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on a. C'est possible. Merci beaucoup, Richard, pour ton témoignage aujourd'hui, tes réflexions et tout ça. Ça m'a fait plaisir. Alors, la semaine prochaine à l'émission, notre dernière table d'hôte de la saison est celle-ci sur Louis. Donc, ça aurait été intéressant aussi de t'entendre sur Louis. Peut-être une autre saison. Peut-être. Donc, je rappelle sur le site de CKIA, sous l'onglet de l'émission Corps complice, vous pouvez nous écrire, nous faire vos suggestions, commentaires, etc. Donc, n'hésitez pas. Merci à Richard Gauthier, notre invité d'aujourd'hui. Merci à Jean-Bernard Drapeau qui formait aujourd'hui Monsieur Pierre-Louis Leclerc, qui sera la semaine prochaine avec nous. Aussi, merci aux auditeurs qui sont là depuis peu ou depuis longtemps, et Judith Petit-Port
au micro. Je rappelle ce soir à 18h Jazz Bazar, donc ne manquez pas ça. Sur les ondes de CKIA 88,3 FM, l'émission Corps Complice qui se termine à l'instant, tous les dimanches de 15h à 16h. Et on vous laisse sur le thème musical de Charles Papassoff et on vous souhaite une très très belle semaine.